Mes chers collègues, chers amis, chers camarades, voilà, vous dire le plaisir tout simplement que j'ai de vous accueillir ici à Dijon pour les premières journées parlementaires de cette nouvelle législature marquée enfin par l'élection de François Hollande à la présidence de la République. J'allais même dire que c'est la première fois sous la Ve République qu'un président d'Assemblée nationale ici, Claude Barthelone, un président de groupe ici, Bruno Leroux, majoritaire à eux seuls à l'Assemblée nationale, avec Jean-Pierre Bel au Sénat et François Rebsamen dans le rôle de président de groupe, nous sommes tous ensemble majoritaires au Parlement, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est une ville que nous avons conquise sur la droite en 2001 et dont à chaque élection, les électeurs, jusqu'à présent, nous ont renouvelé leur confiance. Rien ne nous a été donné. Rien. Donc Dijon et les Dijonnais, c'est mon point d'ancrage affectif, politique, constitutif d'ailleurs de mes responsabilités nationales. Dijon, c'est la capitale de la Bourgogne, de la région Bourgogne, qui est présidée par François Patria, qui est ici parmi nous. C'est la capitale de la Bourgogne. C'est une ville, et qui fera d'ailleurs l'accueil demain matin, c'est une ville chargée d'histoire, vous le savez, au riche patrimoine architectural et à la notoriété internationale pour son vin, sa gastronomie et son vin. Vous aurez, je l'espère, l'occasion d'en goûter. Bientôt récompensé, je l'espère, par... est-ce que les ministres sont là concernés? Non, mais les autres lui diront, par le classement des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est notre souhait le plus cher. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que les climats de Bourgogne, qui ne les connaîtraient pas, je citerai toujours cette belle phrase de Bernard Pivot. Partout dans le monde, quand on parle du climat, on regarde le ciel. En Bourgogne, quand on parle des climats, on regarde la terre. Vous voyez, c'est une belle phrase. Et donc, vous savez ce qu'il en est maintenant. Donc, de son passé, de son patrimoine, Dijon, c'est aussi, regardons la table ronde de cet après-midi, c'est une capitale universitaire, c'est une capitale économique et culturelle. Voilà, avec 9 mois d'avance, et je tenais à ce que les travaux soient terminés, vous avez compris pourquoi, le 1er septembre, nous venons d'inaugurer notre première ligne de tram, j'espère que vous avez pu en profiter et voir comment elle changeait, la ville. Vu que Alstom n'a pas pu nous donner toutes les rames en même temps, on a décidé de faire une deuxième inauguration et pour qu'il y ait beaucoup de monde, j'ai décidé d'inviter le président de la République à l'inaugurer au mois de décembre. Ça vous donnera peut-être l'occasion de revenir. Mais plus sérieusement, oui Bernard, mais plus sérieusement, je vais vous dire ici ma fierté de voir que Dijon a su tout à la fois préserver son patrimoine, concilier sa qualité de vie, voilà, avec son attractivité extérieure. Ici, on a développé des politiques, je voudrais le dire, politiques de gauche depuis longtemps, personnes âgées, petite enfance, éducation beaucoup, Vincent, beaucoup pour l'éducation, tu le sais, activités para-périscolaires, insertion, formation, aide aux entreprises, accueil des étudiants, Geneviève. Et puis, nous avons même été précurseurs pour l'aide au permis de conduire. Nous finançons des permis de conduire, évidemment, contre des heures de bénévolat imposées à ceux qui bénéficient, bien sûr, de ces avantages. Mais Dijon, c'est la ville où on construit le plus de logements locatifs à loyer modéré, d'après la Fondation Abbé Pierre, parce que nous avions beaucoup de retard après 30 ans de gestion de droite et 20 ans de gestion conservatrice. Voilà. Dijon, c'est aussi pour vous, pour nous, socialistes, c'est aussi la ville du Congrès du Parti socialiste de 2003, qui, au lendemain du traumatisme de 2002, a reconduit François Hollande, notre président actuel, dans ses fonctions de premier secrétaire. Je me souviens, je dis ça, je me souviens que dans la motion qu'il présentait, il défendait, et avec beaucoup d'entre vous, j'en suis persuadé, déjà la taxe sur les transactions financières et la réorientation des missions de la Banque centrale européenne. Vous voyez le chemin qu'il nous reste à parcourir. Nos journées parlementaires, elles s'ouvrent, mes chers amis, mes chers collègues, dans un contexte très particulier. Il y a la nouvelle donne institutionnelle, puisqu'il y a un an, la gauche devenait
majoritaire au Sénat, un basculement historique qui a permis à Jean-Pierre Bel de devenir le président du Sénat, deuxième personnage de l'État, dans la Ve République, qui a ouvert la voie à d'autres victoires, cette victoire au Sénat, présidentielle d'abord, et puis les législatives ensuite. Depuis le mois de mai, en effet, pour la première fois, nous sommes aussi majoritaires à l'Assemblée et au Sénat. Pour la première fois, nous avons donc les moyens institutionnels, pleins et entiers, enfin presque, pour mener à bien des réformes d'envergure et pour mettre en œuvre la politique choisie, voulue par les Français lorsqu'ils ont accordé leur confiance à François Hollande. Contrairement aux bilans qui ont fleuri ici ou là sur les 100 jours, non seulement la nouvelle majorité, je l'ai dit et je voudrais le redire ici, s'est mise au travail dès la formation du gouvernement, mais elle a pris de nombreuses mesures utiles et efficaces pour les Français. Je vais les rappeler, Bruno le fera sûrement aussi, mais une session extraordinaire a permis de voter des textes essentiels pour rompre avec la politique d'injustice du quinquennat précédent et pour commencer à préparer le changement, abolition de cette mesure rapide et absurde, majoration des droits à construire, loi de finances rectificative, suppression de l'injuste TVA sociale. Et tout ça, c'est un premier pas, un premier grand pas vers la justice fiscale et le rétablissement de l'équilibre des comptes publics. Au-delà des textes, beaucoup de choses ont été faites aussi, je voudrais le dire, pour le pouvoir d'achat, le coup de pouce au SMIC, l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire de près de 25%, les recrutements complémentaires dans le primaire, le retour à la retraite à 60 ans pour ceux qui avaient commencé à travailler tôt. À cet égard, je voudrais le dire à Vincent Payon, ici, pour la première fois, parce que c'est vrai dans d'autres villes de France, mais pour la première fois depuis 1984, on a ouvert des classes supplémentaires pour la rentrée scolaire, alors que chaque année, nous avions bien sûr une progression d'élèves. 9 classes supplémentaires cette année à la rentrée. Vous voyez, c'est ça le changement, mais ça nous ramène en 1984, et c'est dire ce qui a été détruit entre-temps. Notre rôle de parlementaire, je voudrais le dire ici, et d'élu, c'est aussi d'expliquer et de rappeler ce qui a été fait. La majorité précédente préférait les paroles aux actes. Nous agissons, mais dans notre volonté d'action, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Acteurs du changement, nous voulons l'être, mais nous voulons aussi être les porte-paroles du changement. Et le contexte de ces journées, de cette rentrée, vous la connaissez, c'est aussi une exaspération de nos concitoyens face à cette crise qui n'en finit pas, face à la dégradation de leurs conditions de vie. Les Français sont impatients, le changement qu'ils ont choisi leur semble long à se concrétiser. Leurs attentes sont à la hauteur des espérances, de cette espérance lucide qu'ils ont mise dans la gauche, dans notre gauche. Mais on ne peut pas en 100 jours, il faut le dire et le redire, réparer les dégâts provoqués par 10 ans de gouvernement de droite, par 5 ans de sarkozysme. Et comme le disait un comédien qui a soutenu François Hollande, le changement, ça ne se fait pas comme un texto. Les chiffres du chômage, la situation économique, la dégradation du pouvoir d'achat, l'explosion de la dette et des déficits qui contraignent le gouvernement à des hausses d'impôts résultent en partie de la crise, certes, nous ne le nions pas, mais surtout du manque d'anticipation et de l'incurie du quinquennat précédent. Ces faits de cette politique ne se sont pas arrêtés au mois de juillet après le rapport de la Cour des comptes. Nicolas Sarkozy avait lancé le paquebot France sur la voie du naufrage. Nous avons commencé à redresser le cap, mais l'air, c'est la direction et la vitesse, bien sûr, d'un navire de cette importance de la France ne se modifie pas du jour au lendemain. Alors oui, continuons à faire preuve de pédagogie pour expliquer les choses aux Français. Face à cette situation, nous devons tout à la fois, je le crois, refuser la dictature de l'urgence et décréter, accélérer la mise en œuvre du changement. Il nous faut rebâtir, reconstruire cette France traumatisée, où les liens sociaux ont été rompus, où seuls les liens sociaux ont été maintenus dans les communes, les collectivités locales que nous dirigeons. Parce que nous les dirigeons, c'est là qu'il y a eu maintien du lien social. En luttant pour la croissance, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat,
nous allons, je le pense, redonner espoir et confiance aux Français. L'agenda du redressement voulu par le président de la République, c'est la feuille de route. C'est la feuille de route avec sa première traduction concrète lors de la session extraordinaire ouverte le 11 septembre. Son ordre du jour confirme que les priorités de la majorité sont aussi celles des Français, l'emploi avec la création des emplois d'avenir, déjà adoptés à l'Assemblée nationale, et le logement avec le renforcement de la loi SRU, l'obligation de construire des logements locatifs à loyer modéré partout en France, et la mise à disposition gratuite des terrains de l'État. En tous les cas, le choix des travaux de nos journées parlementaires a été guidé par ces enjeux prioritaires pour le changement et le redressement. D'abord, je l'ai dit, l'éducation, parce que tout se joue à l'école, la jeunesse, et puis la recherche, qui est la condition de l'innovation. Ensuite, l'écologie, mais nous avons appris que Delphine était retenue à l'Assemblée nationale, mais nous en parlerons. Et puis c'est l'enjeu de notre première table ronde, comment avancer vers tout cela. Ensuite, dans la table ronde du jeudi, on va aborder bien sûr les problèmes d'emploi, de pouvoir d'achat. Mais l'Europe occupe une place importante dans nos travaux. La sortie de crise ne se fera pas hors de l'Europe, mais elle se fera dans l'Europe et avec l'Europe, et en modifiant l'Europe, les orientations de l'Europe. Les avancées en termes de croissance, de solidarité financière obtenues par François Hollande dans le paquet européen doivent maintenant être actées par le Parlement. Certes, on le sait, l'Europe a toujours fait débat au sein de notre parti, ça remonte à fort longtemps, et de la gauche en général. Mais moi, je souhaite que dans la conjoncture actuelle, aucune voix socialiste ne fasse défaut au moment du vote de ce traité. Il est sans doute pas parfait, on l'a dit, et en tous les cas, devant le groupe socialiste du Sénat, Bernard Cazeneuve est venu avancer des arguments. Il n'est sans doute pas parfait, mais il marque un pas essentiel vers l'Europe que nous voulons, plus soudée, plus solidaire, plus sociale. Monsieur le président du groupe social-démocrate du Parlement européen, que je salue. La construction, et qui est là, bien sûr, Agnès Lozola, à côté de Catherine Trautmann. La construction européenne, c'est une succession, en dit-on, de petits pas. Et bien, moi, je crois que ce qu'a obtenu François Hollande, c'est un grand pas. Et il a pu l'obtenir grâce au vote des Français, grâce à la confiance que lui ont apporté les Français. Alors, je souhaite qu'on continue. Bien sûr, nous sommes soudés, solidaires pour faire progresser notre vision de l'idéal européen. Tous les arguments doivent être échangés, entendus, mais ils ne tiennent pas devant ce que je considère comme une impérieuse obligation, soutenir la nouvelle orientation que François Hollande veut continuer à donner à l'Europe. Et je le dis en amitié et même en considération à ceux qui pensent qu'on peut accorder, nous l'avons dit avec Bruno, qu'on peut accorder un nom de soutien au président de la République. Je leur dis en amitié, la meilleure façon de soutenir François Hollande, c'est de dire oui au traité et aux orientations qu'il a apportées. Permettez-moi de dire un mot des propositions de loi que le groupe socialiste au Sénat va déposer dans les espaces réservés. Ça peut heurter certains ministres, ces propositions de loi, mais c'est le rôle des parlementaires d'avancer ces propositions. Et quand nous étions dans l'opposition, nous en avons fait des propositions de loi, tous ensemble à ce moment-là. La première, elle touche à l'éducation, parce que nous voulons mettre un terme à la double peine qui frappe les parents d'enfants en grandes difficultés scolaires et abolir la suppression du versement des allocations familiales pour cause d'absentéisme scolaire de leurs enfants. Cela n'apporte rien, cela ne fait qu'ajouter de la pauvreté à la difficulté et nous voulons y mettre fin. Ce qu'il faut, nous le savons, ce qu'il faut à ces familles, c'est du soutien et de l'aide à la scolarité pour les enfants. C'est s'inscrit dans l'action du président de la République, du gouvernement et du ministre concerné. Ensuite, nous examinerons un texte relatif à c'est notre vocation, mon cher Jean-Pierre Bel, tu le sais, à la représentation communale dans les communautés de communes, communautés d'agglomération, afin de supprimer la réduction substantielle
des droits de représentation des communes qui avaient été introduites par la droite en 2010 en proposant une meilleure représentation pour l'avenir. Et puis plus tard, je terminerai sur cette proposition de loi, plus tard en novembre, eh bien, nous inscrirons la proposition de loi actant la reconnaissance du 19 mars comme date anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Reprenant en cela le texte qui avait été adopté à l'Assemblée nationale en 2000 et dont les principaux signataires s'appelaient Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Mes chers collègues, mes chers camarades, ben voilà, la tâche qui nous attend est immense. Elle est difficile parce que la situation est dégradée, mais elle est exaltante. Le redressement de la France, avec pour corollaire, parce que c'est notre but, une vie meilleure pour nos concitoyens. C'est cela que nous voulons. Nous savons que les parlementaires socialistes seront à la hauteur de l'enjeu. Nous soutenons le président de la République, nous soutenons le Premier ministre, le gouvernement, et nous le faisons en exerçant pleinement les missions de législateur du changement voulu par les Français. Merci. On ne peut pas ne pas voter. C'est préoccupant parce qu'il ne pose pas à ce qu'a dit notamment Laurent Gomène, et puis dans la manière dont, comme le gouvernement précédent, leur demander de contribuer celles qui sont dans les classes. Sa force et sa cohérence, puis c'est l'occasion d'expliquer. Une procédure rapide de l'ordre de quelques secondes. Avec vous, le redressement de la France.